Je m'appelle Millie Porter, j'ai 27 ans, et je suis sergent de première classe dans l'armée de terre des États-Unis. Le jour où l'on m'a décerné la Purple Hat, ma belle-mère, Linda, a utilisé une chaise pliante en métal pour me casser le bras, et ce, devant des centaines de soldats. Le bruit de l'os qui se brisait a résonné bien plus fort que les applaudissements. Mais, ce qui a fait le plus mal, c'est la phrase qu'elle a sifflée pendant que je tombais. Une phrase que, même l'ennemi à Kandahar, n'avait jamais osé me dire, « Pour qui te prends-tu ? Tu mets ce costume, tu te crois supérieur à nous, mais tu restes juste un déchet de la famille Porter. » Elle, mon père, ainsi que leur précieux fils, ont tous ri d'un air triomphant. Ils ignoraient alors que le général 3 étoiles, celui que je venais tout juste d'aider, tenait entre ses mains un dossier capable d'enterrer toute leur famille vivante. Dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous écoutez cette histoire. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, surtout si vous avez déjà été humilié publiquement par les personnes mêmes pour lesquelles vous vous êtes sacrifié. La justice est en marche. Le poids de l'uniforme de service de l'armée, le grand uniforme bleu comme nous l'appelons, est une chose à laquelle on ne s'habitue jamais. C'est un poids formel, profondément restrictif, et imprégné d'histoire. La laine est épaisse, la coupe est précise, et tout cela vous oblige à vous tenir plus droite. Sur cette scène, sous les lumières chaudes et impitoyables de l'auditorium de Fort Stewart, j'en ressentais le moindre fil. Le vrai poids, cependant, c'était ce petit bout de métal en forme de cœur, épinglé juste au-dessus de ma poche gauche. La Purple Hat. Elle me semblait plus lourde que mon fusil, plus lourde que mon sac de pactage, plus lourde encore que le souvenir de l'explosion qui me l'avait fait gagner. Une vague d'applaudissements, polis et respectueux, a déferlé sur moi depuis cette mer de soldats en uniforme et de leurs familles. Pendant une fraction de seconde, un fragile sentiment de fierté a gonflé ma poitrine. C'était le moment précis dont on vous parle pendant la formation de base. Le moment qui est censé donner un sens à toutes ces nuits blanches, à ces marches éreintantes, et à la terreur des combats. C'était la validation. C'était l'honneur, mais mon honneur sonnait creux, et ma fierté ressemblait à une île déserte. Mes yeux ont balayé la foule, et je les ai trouvés, assis au 3e rang. Ma famille. Linda, ma belle-mère, avait la tête penchée vers mon demi-frère, Kyle. Je ne pouvais pas entendre ces mots, mais je n'en avais pas besoin. J'ai vu ce murmure de conspirateur, la façon dont ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois, un sourire que Kyle a parfaitement reproduit. Il ne regardait pas un soldat en train d'être honoré. Il regardait un numéro de cirque, un simple délai ennuyeux, avant de pouvoir se précipiter vers le buffet. Et puis, il y avait mon père, Daniel. Il ne les regardait pas, et il ne me regardait pas non plus. Il fixait intensément ses propres chaussures bien cirées, comme si elles détenaient, à elles seules, les réponses à l'univers. Sa posture était un portrait d'indifférence calculée, un refus complet et total de participer à mon moment. À cet instant, j'ai réalisé une vérité douloureuse. J'étais sur une scène, entouré d'inconnus qui voyaient une héroïne, tandis que ma propre famille, mon public d'honneur désigné, ne voyait rien de plus qu'un fâcheux contretemps. La cérémonie s'est terminée, et je suis descendu de l'estrade. Le général Robert Hay, cette légende aux 3 étoiles qui venait d'épingler la médaille sur ma poitrine, a fait un pas chancelant. C'était un homme d'un certain âge, et cette longue cérémonie avait clairement laissé des traces. Mon entraînement a pris le dessus, de manière automatique. J'ai tendu le bras, ma main stabilisant doucement son coude. Doucement, général, ai-je dit calmement. C'était un simple acte de respect, un réflexe, mais depuis le 3e rang, ce fut perçu comme un crime impardonnable. Un sifflement aigu a tranché à travers les applaudissements qui s'estompaient, elle fait encore son spectacle. C'était la voix de Linda, dégoulinante d'un poison acide et familier. Pour elle, ma gentillesse était une simple performance. Mon respect n'était qu'une mascarade, conçue uniquement pour la faire paraître mauvaise. J'ai tourné la tête, juste à temps pour la voir se lever de son siège. Le sourire agréable de dame patronnesse, celui qu'elle affichait toujours en public, avait fondu, remplacé par un masque d'envie pure et absolue. Elle ne marchait pas. Elle avançait à grands pas, se déplaçant dans l'allée avec la détermination d'un prédateur. Son parfum bon marché, une odeur florale écœurante de pharmacie, est arrivé une seconde avant elle. À ce moment-là, j'ai su que la chasse était ouverte, et que j'étais la proie. Le temps a semblé se déformer, s'étirant, et ralentissant considérablement. Je l'ai vu arracher une chaise pliante en métal, tout au bout d'une rangée.
Les lumières fluorescentes de l'auditorium ont brillé sur le cadre en acier, alors qu'elle la soulevait bien haut. Il n'y avait aucune hésitation dans son mouvement, pas la moindre lueur de doute. C'était délibéré. C'était un verdict. Mon corps a réagi, bien avant que mon esprit ne puisse assimiler la trahison. J'ai jeté mon bras gauche en l'air pour protéger ma tête, un blocage désespéré et totalement instinctif. L'impact a été une explosion de douleur, brûlante et écœurante. Il y a eu un bruit d'une intimité horrifiante, qui resterait gravé dans ma mémoire pour toujours. Ce n'était pas un craquement sec, comme dans les films. C'était une cassure dense, humide et fibreuse. Le son de mon propre os, cédant sous la force brute du coup. C'était un son plus fort, et bien plus obscène, que n'importe quelle explosion que j'avais pu entendre en Afghanistan. Cela a réduit la salle entière au silence. Le halètement collectif de ces 200 personnes a littéralement aspiré le peu d'oxygène présent dans l'air. Je me suis effondré sur le sol, le monde basculant dans un tourbillon étourdissant de visages flous et de lumière vive. Mais, l'agonie physique n'était rien, comparée aux mots qui ont suivi. Alors que j'étais là, allongé, serrant mon bras fracassé, Linda s'est tenue au-dessus de moi, la chaise toujours à la main, et elle a prononcé la malédiction qu'elle avait attendu toute sa vie de lancer. « Pour qui te prends-tu, petite traînée ?» a-t-elle sifflé, d'une voix basse et venimeuse, destinée uniquement à mes oreilles, mais résonnant cruellement dans le silence de mort de la salle. « Tu mets ce costume, tu te crois supérieur à nous, mais tu restes juste un déchet de la famille Porter. » Un déchet. Ces mots ne faisaient pas que m'insulter, ils me définissaient. C'étaient les étiquettes qu'ils avaient minutieusement cousues dans mon âme, et ce, depuis mon enfance. Ils étaient faits pour m'arracher l'uniforme, le grade, la médaille, et pour me rappeler que, dans leur monde, je ne serais jamais rien de plus que la saleté collée sous leurs chaussures. La partie la plus horrible n'était ni l'os brisé, ni ces mots ignobles. C'était ce qui s'est passé juste après. À travers le brouillard de la douleur, j'ai entendu un aboiement de rire, sec et cruel. C'était Kyle. Il riait avec un plaisir authentique et sans retenue, son visage rayonnant de satisfaction, alors qu'il regardait sa grande sœur se tordre de douleur et d'humiliation. Et puis, mes yeux ont trouvé mon père. Il était assis, parfaitement immobile, tel une statue de lâcheté endimanchée. Il n'a pas bougé pour m'aider. Il n'a pas crié pour protester. Il n'a même pas tressailli. Ses yeux vides ont croisé les miens, pendant une fraction de seconde, avant de retourner se réfugier vers la sécurité du sol. Il n'y avait ni colère, ni choc, ni pitié. Il n'y avait rien. Et ce, rien, c'était la plus cruelle des complicités. Son silence n'était pas seulement une absence d'action. C'était une approbation. C'était son accord silencieux, non formulé, avec chaque mot que Linda avait prononcé, avec chaque once de force qu'elle avait mise dans ce coup. Son silence me disait, oui, tu mérites ça. Le coup de Linda m'avait cassé le bras. Mais le silence de mon père, lui, venait de briser mon âme. Juste au moment où l'obscurité commençait à s'insinuer sur les bords de ma vision, une ombre s'est penchée sur moi. Des mains fortes ont saisi doucement mon bras valide. C'était le général, son visage n'était plus qu'un masque de fureur froide et contrôlée. Il m'a remise sur mes pieds avec précaution, ses yeux ne quittant jamais la famille Porter. Il ne leur a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Pendant que je m'appuyais sur lui, il a regardé au-delà d'eux, vers l'entrée principale de l'auditorium. Son menton s'est soulevé, dans un signal à peine perceptible, mais indéniable. Au fond de la salle, 2 officiers de la police militaire, qui se tenaient jusque-là au repos, se sont immédiatement redressés. Ils avaient compris l'ordre. Ils ont commencé à avancer. La lumière crue et stérile de l'infirmerie de la base semblait à des années-lumière de la lueur chaleureuse de l'auditorium. Un jeune médecin militaire, dont le visage arborait un masque de calme professionnel, qui peinait pourtant à cacher son horreur, découpait prudemment la manche de mon grand uniforme bleu. La douleur dans mon bras formait un bruit de fond sourd et palpitant, recouvert par les notes aiguës de l'humiliation. La veste de mon uniforme était drapée sur le dossier d'une chaise, et mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers elle. Épinglée sur la laine bleue foncée, il y avait la purpelate. J'ai remarqué une minuscule tache sombre sur le riche ruban violet, presque invisible, une seule goutte de mon propre sang. Cette petite tache pourpre, souillant un symbole d'honneur, a fait replonger mon esprit dans le temps. Non pas vers la poussière et le chaos de Kandahar, mais vers un autre symbole poli, une autre forme de profanation.
Retour vers une chambre ensoleillée à Charleston, en Caroline du Sud, et le jour où mon esprit a été brisé, bien avant que mon os ne le soit. En grandissant, ma chambre était mon sanctuaire, et sa pièce maîtresse était une longue étagère en bois que mon grand-père avait construite. Cette étagère, c'était toute mon identité. Elle gémissait sous le poids de mes accomplissements. Des dizaines de médailles aux rubans brillants, et des rangées de trophées dorés et étincelants, gagnés en athlétisme. Le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4x100. Chacun d'eux représentait des centaines d'heures de sueur, de poumons en feu, et le doux goût de la victoire. C'était une preuve. La preuve que moi, Millie Porter, j'étais doué pour quelque chose. Que j'étais bien plus que la belle fille silencieuse, celle qui essayait juste de ne pas déranger. Cette étagère, c'était le seul endroit au monde où je me sentais exister. J'avais 15 ans. Je suis rentré de l'entraînement, un mardi après-midi, mon sac de sport sur l'épaule, et la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. L'étagère était vide. Le bois à nu. Pas un seul trophée, pas une seule médaille ne restait. Les contours dessinés par la poussière étaient les seuls fantômes de ce qui s'y trouvait autrefois. Une peur froide, lourde et suffocante, s'est installée dans mon estomac. J'ai trouvé Linda dans le salon, en train de se peindre négligemment les ongles, d'une nuance de rose violente. L'odeur âcre du dissolvant flottait dans l'air. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Linda » ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. Mais mes trophées, ils ont disparu. Elle a soufflé doucement sur ses ongles, puis les a inspectés d'un œil critique. « Oh, ça » a-t-elle répondu, d'un ton tout à fait dédaigneux, comme si j'avais posé une question sur une paire de chaussettes égarées. Je faisais juste un peu de rangement. Toute cette ferraille bon marché prenait tellement de place. Chérie, Kyle avait besoin de place pour sa nouvelle collection de bandes dessinées. Ferraille ? Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Je suis resté là, figé, incapable de formuler une réponse. Elle n'avait pas seulement nettoyé ma chambre. Elle avait effacé mon histoire. Elle avait pris la seule chose qui m'appartenait, la seule chose que j'avais méritée à la sueur de mon front, et l'avait déclarée sans valeur. Je les ai retrouvés plus tard, exactement comme je m'y attendais. Ils étaient dans la grande poubelle verte, sur le trottoir, jetés avec du marc de café et des boîtes de pizza grasses. Je les ai sortis, un par un. La fière silhouette ailée, trônant au sommet de mon trophée des finales d'État, était pliée de côté, son plaquage doré et raflé et maculé de crasse. Je me suis assis sur l'herbe, derrière notre maison, cet après-midi-là, essayant de les redresser, pleurant des larmes silencieuses et brûlantes, de pure rage impuissante. C'est ce jour-là que j'ai appris la règle de la famille Porter. Mes accomplissements étaient jetables. La règle s'est renforcée 2 ans plus tard. Mon premier vrai salaire de l'armée a atterri sur mon compte bancaire, à Fort Jackson. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était une fortune. C'était le premier argent que je gagnais, et qui m'appartenait totalement. J'avais un plan. J'allais au magasin de la base pour m'acheter une paire de bottes en cuir, robustes et magnifiques, que je lorgnais depuis des semaines. Un petit cadeau, une récompense pour avoir survécu à l'enfer de la formation de base. Ce soir-là, j'ai appelé à la maison, voulant partager ma bonne nouvelle. C'est mon père qui a répondu. Dès qu'il a entendu ma voix, il a commencé son numéro, avec ce faux tremblement larmoyant. C'était une performance que je connaissais trop bien. Il avait eu une mauvaise passe à la table de poker, a-t-il sangloté. Il devait de l'argent à des types. Beaucoup d'argent. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Linda a pris l'extension, la voix pleine d'une douce inquiétude, mentionnant à quel point le réfrigérateur était sur le point de rendre l'âme, et comment un nouveau serait une bénédiction pour toute la famille. Le rêve de mes nouvelles bottes s'est dissous dans les grésillements de leurs exigences. Je leur ai transféré presque la totalité de la somme, ne me gardant que juste assez pour acheter du dentifrice et du savon. J'ai attendu un merci, un texto, n'importe quoi. Rien n'est venu. Pas d'eux, en tout cas. 2 jours plus tard, un message de Kyle est apparu sur mon téléphone, envoie en plus la prochaine fois. Ce n'est pas assez pour les nouvelles baskets que je veux. Pas de bonjour. Pas de merci. Juste une exigence. Je n'étais ni une fille, ni une sœur. J'étais un distributeur automatique. Le ressentiment de mon père allait plus loin que l'argent.
Daniel avait rêvé d'aller à West Point toute sa vie, mais ses notes, ainsi que son attitude, lui avaient fermé cette porte. Mon succès dans cette unique institution qu'il vénérait, c'était une insulte personnelle, un rappel constant et ambulant de son propre échec. Jamais, ne serait-ce qu'une fois, il ne m'a dit qu'il était fier. Au lieu de cela, il enfilait quelques bières lors de mes visites, et l'amertume débordait. L'armée est différente maintenant, marmonna-t-il, en fixant la télé, sans jamais me regarder. Ils prennent des femmes. Ce n'était pas comme ça à mon époque. C'était plus dur avant. Il n'a jamais pu me regarder dans les yeux quand j'étais en uniforme. Il regardait mes bottes, mes insignes, le mur derrière moi, n'importe où, sauf mon visage. Mon uniforme n'était pas une source de fierté pour lui. C'était un miroir, reflétant une vie qu'il n'avait jamais eue. La leçon ultime de ma propre insignifiance est arrivée à Thanksgiving. J'étais stationné à Fort Bragg, et j'avais réussi à obtenir une permission surprise de 72 heures. J'étais folle de joie. J'ai conduit pendant 5 heures d'affilée, à travers la nuit, carburant au café de station-service, et nourri par le fantasme d'une vraie fête de famille. J'ai franchi la porte d'entrée vers 18 heures, mon sac de sport à la main, un sourire fatigué mais heureux sur le visage. Les rires venant de la salle à manger se sont tus, dès l'instant où ils m'ont vu. Ils ont tous dévisagé la porte, Linda, Daniel, Kyle, et la sœur de Linda. Comme si une parfaite étrangère venait de s'égarer dans leur maison. Linda s'est reprise la première, un sourire coincé et agacé plaqué sur le visage. Millie, mon Dieu, tu n'as pas appelé. Quelle surprise. Elle a fait un vague geste vers la table. Eh bien, entre, je suppose. Il n'y a plus de dinde. Il n'y a plus de dinde. 6 mots qui m'ont tout dit. Il ne m'avait pas gardé d'assiette. Il n'avait même pas envisagé cette possibilité. J'ai passé mon Thanksgiving à manger un sandwich froid, fait de restes de dinde et de mayonnaise, seul dans la cuisine, écoutant les sons de leur rire et de leur conversation, flottant depuis l'autre pièce. Jamais ils ne m'ont appelé pour les rejoindre. Je ne suis pas resté pour la nuit. Je suis remonté dans ma vieille Honda cabossée, et j'ai reconduit jusqu'à la base, les larmes coulant sur mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai enfin accepté la réalité. J'étais membre de la famille porteur de noms seulement. Dans tous les aspects qui comptaient vraiment, j'étais absolument, et totalement, seul. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être un étranger dans votre propre maison, ou si vos accomplissements ont été traités comme des ordures, s'il vous plaît, soutenez cette histoire en cliquant sur le bouton « J'aime » et tapez « Je vous vois » dans les commentaires ci-dessous. Pour que je sache que je ne suis pas seul. Les médecins avaient terminé leur travail, et mon bras cassé était maintenant sécurisé dans un plâtre temporaire. La douleur physique n'était rien. Un os, ça se remet en place. Ça guérit. Mais alors que j'étais assise là, je me demandais, comment remettre en place une âme, qui a été systématiquement brisée pendant 27 ans? Le bourdonnement de l'infirmerie s'est estompé en toile de fond, alors que les souvenirs de mon passé tourbillonnaient et se posaient. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir le général Hay. Il ne me regardait pas. Il tournait le dos, parlant d'un ton bas et sérieux aux 2 policiers militaires qui avaient escorté ma famille au dehors. Il était une figure d'autorité calme et décisive. Il prenait les choses en main pour moi. Cette vue a fait naître un frisson en moi. Un sentiment si étranger que je pouvais à peine le nommer. C'était le sentiment d'être défendu. Une pensée, claire et tranchante comme un coup de fusil, a traversé le brouillard de la douleur et des souvenirs. Je me suis déjà extirpé de cette boue une fois. Je peux le refaire. Mes yeux se sont fixés sur la posture rigide du général, sur les 3 étoiles d'argent ornant son col. Mais cette fois, ai-je pensé, avec une nouvelle résolution implacable qui se formait dans mes tripes. Cette fois, je ne suis pas seul. L'évasion avait commencé à 18 ans, avec un billet de bus pour Columbia, en Caroline du Sud, et une réservation de 10 semaines en enfer, plus connue sous le nom de Fort Jackson. L'entraînement de base était, par conception, une destruction systématique de l'individu. C'était une chaleur de 32 degrés, une humidité étouffante, et le rugissement constant et rocailleux de la voix d'un sergent instructeur, vous déchirant pour le moindre défaut perçu. C'était des pompes dans la boue, jusqu'à ce que vos bras hurlent de douleur, des marches de 16 km qui laissaient vos pieds pleins d'ampoules en sang, et un mal du pays profond, rongeur, qui avait le goût des rations de combat périmées. La plupart des filles de mon peloton s'endormaient en pleurant la nuit. Pour moi,
c'était le paradis. C'était la première fois de ma vie que les règles étaient les mêmes pour tout le monde. La première fois que ma sueur et ma douleur étaient mesurées sur la même échelle que la personne à côté de moi. Personne ne se souciait que je sois une belle fille. Personne ne me traitait de déchet. Quand le sergent instructeur Reyes me hurlait au visage que j'étais un asticot sans valeur, c'était le son le plus magnifique au monde. Parce qu'il hurlait exactement la même chose à la fille à ma gauche, et à la fille à ma droite. Nous étions tous des asticots sans valeur, ensemble. Mon effort était la seule chose qui comptait. Quand je terminais une course en premier, j'étais félicité. Quand j'obtenais le score d'expert au stand de tir, j'étais reconnu. Ici, je n'étais pas Millie Porter, la déception familiale. J'étais le soldat de 2e classe Porter, un soldat. Et pour la première fois, cela semblait suffisant. Mais la liberté, comme je l'ai vite appris, avait un prix. Et ma famille était plus qu'heureuse de m'en envoyer la facture. Après avoir terminé ma formation avancée, les appels à l'aide sont devenus une caractéristique régulière de ma vie. Pour suivre leur cycle sans fin de dettes et de désirs, j'ai pris un 2e emploi. Mes jours de semaine appartenaient à l'armée, mais mes week-ends appartenaient au Drinken Soldier, un bar miteux juste à l'extérieur de la base, qui sentait la bière rance et le désespoir. Pendant 2 ans, ma vie a été une boucle implacable et épuisante. Mon service se terminait à 2 heures du matin, les nuits de samedi et dimanche. Je passais 1 heure à 4 pattes, à éponger des liquides collants, et plus souvent qu'à mon tour, le vomi d'un soldat qui ne tenait pas l'alcool. Je rentrais à la caserne vers 3 heures du matin, mes vêtements empestant le whisky bon marché et la friture. Le réveil sonnait à 5 heures du matin, pour l'entraînement physique du lundi. Je vivais dans un état de fatigue profond, incrusté dans les os, mon corps fonctionnant sur les réserves et par la seule force de ma volonté. Je faisais tout ça, juste pour virer de l'argent sur un compte à Charleston, ce qui était toujours suivi d'un appel de Linda, se plaignant que ce n'était pas tout à fait assez, pour couvrir ce nouveau besoin soudain qu'ils avaient. Le point de rupture, le moment où un câble crucial s'est finalement rompu à l'intérieur de moi, n'a pas eu lieu sur le sol collant d'un bar, mais dans la poussière et la chaleur de Kandahar, en Afghanistan. Notre peloton était tombé dans une embuscade lors d'une patrouille ce jour-là. Ce fut un échange de tirs chaotique et terrifiant, qui s'est terminé avec le retour de tout le monde, à l'exception d'un jeune soldat nommé Miller. Il était mort. L'ambiance, de retour à la base opérationnelle avancée, était lourde de chagrin et de choc. J'étais assise dans un bunker en béton, mon fusil sur les genoux, les mains encore tremblantes, essayant de digérer le fait qu'un garçon, avec qui j'avais échangé une blague le matin même, ne rentrerait jamais chez lui. Mon téléphone satellite a vibré. C'était Kyle. Une vague de soulagement m'a envahi. Pendant une seconde insensée, j'ai pensé qu'il avait peut-être appris quelque chose, et qu'il appelait pour prendre de mes nouvelles. Et, Millie, a-t-il dit, d'une voix agaçante de bonne humeur. Tu ne vas pas y croire. Le ski à Aspen, c'est de la folie. Je suis restée là, abasourdie et silencieuse, le sable et la poussière d'Afghanistan collés à mon uniforme. Le complexe est correct, a-t-il continué, complètement inconscient. Je veux dire, pour le prix que tu as payé, j'espérais un truc un peu plus haut de gamme. Tu vois, la qualité des draps ici est presque criminelle. Il se plaignait du luxe d'un voyage au ski, un voyage qu'il faisait en utilisant la prime de combat que je gagnais, dans un endroit où des gens essayaient activement de me tuer. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé si j'étais en sécurité. Il n'a même pas semblé réaliser où j'étais. À ce moment-là, entouré par la possibilité très réelle de la mort, en écoutant ces plaintes mesquines et futiles, quelque chose en moi est tout simplement mort. La fille pleine d'espoir, la belle sœur dévouée. Elle s'est vidée de son sang, juste là, sur le sol poussiéreux de ce bunker. Après ça, j'ai continué à envoyer de l'argent, mais ce n'était plus un acte d'amour ou de devoir. C'était une taxe, des frais que je payais pour les garder hors de ma vie, autant que possible. Chaque paiement était un nouveau sacrifice invisible. Un autre morceau de ma propre vie que je devais découper et donner. J'avais économisé pendant des mois pour acheter un Ford F-150 d'occasion. Un magnifique camion cabossé que je rêvais de posséder depuis mes 16 ans. J'avais trouvé le modèle parfait. Le jour où j'allais l'acheter, Linda a appelé, pleurant à propos d'une fuite dans le toit. Le fond pour le camion est devenu le fond pour le toit. Une semaine plus tard, elle publiait un album photo sur Facebook, intitulé « Notre nouvelle oasis de patio »,
mettant en valeur un tout nouveau salon de jardin en osier, haut de gamme, avec des coussins moelleux. Il n'y avait pas de nouveau toit. Ma meilleure amie, Sarah, se mariait dans l'Ohio. Je devais être sa demoiselle d'honneur. 2 semaines avant le mariage, Kyle a appelé, paniqué. Il avait atteint le plafond de ses cartes de crédit et recevait des lettres de menace. Si je ne l'aidais pas, disait-il, sa vie serait ruinée. J'ai regardé mon compte en banque. Je pouvais payer le billet d'avion pour l'Ohio, ou je pouvais payer sa dette. Je ne pouvais pas faire les deux. J'ai regardé ma meilleure amie se marier sur un appel vidéo de mauvaise qualité, inventant une excuse sur mon incapacité à obtenir une permission. J'ai envoyé l'argent à Kyle. Il n'en a plus jamais reparlé. Chaque sacrifice était englouti par un vide de droits acquis. Chaque morceau de ma vie que je leur donnais était simplement consommé, sans un mot de remerciement. Et ils avaient toujours faim de plus. Ils ne m'ont pas seulement cassé le bras dans cet auditorium. Ils brisaient ma vie, morceau par morceau, depuis des années, et je les avais laissés faire. Le général a vu les policiers militaires, au visage sombre, prendre mon père, Linda et Kyle par les bras, et les escorter fermement vers la sortie de l'auditorium. Il les a regardés partir, son expression aussi dure que du granit. Ce n'est que lorsqu'ils ont été hors de vue, qu'il a ramené son attention sur moi. L'auditorium était un chaos de chuchotements étouffés et frénétiques, de visages choqués, mais l'attention du général était entièrement fixée sur moi. Sans dire un mot, il a fait glisser sa propre veste lourde, sa veste de cérémonie de classe A, de ses épaules. C'était un acte d'une gentillesse si inattendue, que cela m'a stupéfaite et rendue muette. Il a drapé doucement la veste sur mes propres épaules. Elle m'enveloppait, sentant l'amidon propre, le vieux cuir, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. L'autorité. Elle était beaucoup trop grande, les manches pendant plus bas que mes mains. Mais c'était la chose la plus chaude et la plus sûre que j'avais ressentie de toute ma vie. « Allons-y, sergent » a-t-il dit, sa voix étant un grondement bas et régulier qui tranchait le chaos. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre doux. Vous avez besoin d'une bonne tasse de café chaud. Il m'a éloigné des regards indiscrets, le long d'un couloir calme et moquetté, jusqu'à son bureau. La plaque sur la porte indiquait « LTG Robert ». J'ai ressenti une nouvelle vague d'intimidation. J'avais passé toute ma carrière à essayer d'être invisible pour les hommes portant des étoiles sur leurs épaules. Se faire hurler dessus par un supérieur, c'était normal. Être prise en charge par l'un d'eux semblait fondamentalement faux, comme une violation de l'ordre naturel. Son bureau était exactement comme je l'avais imaginé. Un grand bureau en acajou sombre trônait devant un mur de drapeaux, se tenant silencieux et fiers dans leur socle doré. Les murs étaient couverts d'honneurs militaires, de citations, et de photographies d'hommes au visage sévère, serrant la main de présidents et de dignitaires étrangers. C'était une pièce qui irradiait le pouvoir et l'histoire. Je me sentais petite et déplacée, comme un misérable déchet qu'on aurait traîné dans un musée. Je me tenais maladroitement près de la porte, serrant la veste surdimensionnée autour de moi. Le général ne s'est pas assis derrière son bureau. Il s'est dirigé vers une petite table d'appoint, où se trouvait une machine à café Keurig. Il a pris 2 tasses en céramique, propres et lourdes, dans un placard. Crème, sucre, a-t-il demandé, en me tournant le dos. Noir, ce sera parfait, monsieur, ai-je marmonné, ma voix n'étant qu'un murmure. Il ne m'a pas pressé de questions sur ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas dit un mot sur ma famille. Il a simplement préparé le café, le ronronnement silencieux et le gargouillement de la machine étant les seuls sons dans la pièce. Il a apporté l'une des tasses, la tenant à 2 mains, et me l'a offerte. Je l'ai prise avec ma main valide, la chaleur de la céramique s'infiltrant dans mes doigts froids. Il m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir faisant face à son bureau, tandis qu'il prenait l'autre. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, tenant sa propre tasse. Pendant un long moment, il m'a simplement regardé, son regard fixe et pensif. Je me suis préparé aux questions, aux rapports que j'allais devoir rédiger, au cauchemar bureaucratique officiel qui était sur le point de commencer. Au lieu de cela, il a posé une seule et simple question, qui a tout changé. À Kandahar, a-t-il dit, sa voix calme mais claire. Dans quelle unité étiez-vous? La question était une clé, déverrouillant une porte en moi, dont j'ignorais l'existence. Elle a contourné le bras cassé, l'humiliation, le drame familial.
Elle est allée directement au cœur de qui j'étais. Il ne posait pas la question à la victime. Il l'a posée au soldat. Et le soldat a répondu. Les mots sont sortis de moi, non pas comme un torrent de larmes et d'émotions, mais dans le langage clair et concis d'un débriefing de mission. Je lui ai dit que j'étais avec la 3e division d'infanterie, rattachée à une base opérationnelle avancée, près de la rivière Arghandab. Je lui ai parlé des longues patrouilles éreintantes, sous l'implacable soleil afghan, de la tension constante, du poids des gilets pare-balles. Je lui ai parlé de mes camarades d'escouade, de l'humour noir que nous utilisions pour rester sains d'esprit, des liens forgés dans la peur partagée et la confiance absolue. J'ai parlé de l'échange de tirs qui m'avait valu ma médaille, du bourdonnement dans mes oreilles, du goût de la poussière et de la cordite dans ma bouche, du courage de l'infirmier qui m'avait sauvé la vie. Le général a écouté. Il n'a pas interrompu, n'a pas offert de platitude. Il a juste écouté, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Il hochait lentement la tête, et de temps en temps, il posait une question précise et perspicace. Quel était votre tableau d'effectifs pour cette patrouille? Utilisiez-vous les calibres 7.62, ou les 5.56 pour la couverture? Il connaissait le langage. Il comprenait ce monde. Pour la première fois de ma vie, je parlais à quelqu'un de la génération de ma famille, qui ne me voyait pas comme un échec, une déception ou un carnet de chèques, mais comme une professionnelle, comme une égale. Il voyait un sergent de première classe. Quand j'ai finalement manqué de mots, le silence est revenu, mais cette fois, il était confortable, rempli d'un sentiment de compréhension profonde et totale. Il a pris une lente gorgée de son café, puis a reposé la tasse sur la table à côté de lui. Il m'a regardé droit dans les yeux, et son regard était comme de l'acier. Sergent Porter, a-t-il commencé, et la formalité de mon grade dans sa voix était un baume pour mon âme. Pour ce que vous avez traversé là-bas, ce pays vous a une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Nous tous. Il a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Puis, son expression s'est durcie. Quant à ce qui vient de se passer dans cette salle, a-t-il continué, sa voix tombant dans un grognement bas et furieux, ce n'est pas ça, une famille. C'est une honte pour l'uniforme que vous portez. Une honte pour chaque soldat dans cette pièce, et je ne laisserai pas passer ça. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Mais c'était un coup qui guérissait, pas un coup qui blessait. Il ne m'offrait pas seulement du réconfort. Il rendait un verdict. Il me donnait une validation. En 2 phrases, il avait soulevé le poids étouffant de la honte, que Linda avait si habilement placé sur moi. Et à sa place, il restaurait mon honneur. J'ai senti des larmes monter. Mais pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de rage. C'étaient des larmes de gratitude. Nous sommes restés quelques minutes de plus en silence. Quand j'ai enfin réussi à me composer, il s'est levé. Venez, sergent. Allons vous faire examiner correctement. Alors que nous sortions du sanctuaire tranquille de son bureau, je les ai vus. Debout, maladroitement dans le couloir, se trouvait un petit groupe de soldats de mon unité. Le sergent Evans, le caporal Diaz et le spécialiste Rigg. Ils ne me regardaient pas, faisant semblant de s'intéresser à un tableau d'affichage sur le mur, mais je savais qu'ils m'attendaient. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils n'en avaient pas besoin. Evans s'est avancé. Dure journée, sergent, a-t-il dit d'une voix bourrue, et il a pressé une barre de chocolat Hershey's dans ma main valide. Diaz, un gamin dur du Bronx qui parlait rarement, a simplement tendu le bras et a donné une petite tape ferme sur mon épaule intacte. Rigg s'est contenté de hocher la tête, ses yeux disant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ce n'était pas le sang qui nous liait. C'était quelque chose de bien plus fort. C'était les preuves partagées, la loyauté, et un respect inébranlable. Ils étaient ma famille. À ce moment-là, debout dans un couloir calme de Fort Stewart, avec un bras cassé et la veste d'un général sur les épaules, j'ai enfin réalisé la vérité. Je n'avais jamais été vraiment seul. J'avais juste cherché une famille, aux pires endroits possibles. La chaleur du bureau du général s'est évaporée, dès que je suis entré dans la pièce suivante. Ce n'était pas un bureau. C'était un CIF. Une installation d'information sensible cloisonnée. Une boîte sans fenêtre, insonorisée, où l'armée débusque ses ennemis. Un nœud d'angoisse s'est resserré dans mon estomac. Il s'agissait de bien plus qu'un bras cassé. 2 hommes en civil attendaient. Ils se sont présentés comme des agents du contre-espionnage de l'armée.
Leur visage était neutre, leurs yeux dénués de cette pitié que j'avais vue chez tous les autres. Ils étaient là pour les faits. Ils m'ont fait asseoir à une table métallique toute simple. L'interrogatoire a commencé bizarrement, non pas avec l'agression, mais avec des appels téléphoniques. Sergent Porter, a commencé l'agent le plus âgé, au cours des 18 derniers mois, avez-vous parlé à quelqu'un prétendant être un journaliste, ou un chercheur étudiant la vie des familles de militaires? La question était si spécifique qu'il m'a fallu un moment. Puis, un souvenir a refait surface. Oui, quelquefois, ai-je dit lentement. Linda appelait généralement, tout excitée, pour dire qu'un écrivain voulait interviewer un vrai soldat. Elle disait que ce serait bien, pour que les gens comprennent notre sacrifice. Les agents ont échangé un regard qui m'a presque échappé. Et de quoi parliez-vous? A demandé le plus jeune. J'ai haussé mon épaule valide. De rien d'important. Des trucs génériques. Il demandait à quoi ressemblait une matinée typique sur la base, l'entraînement physique. Le petit déjeuner au réfectoire. Des questions anodines. Anodines, a répété l'agent le plus âgé, en prenant des notes. Ont-ils déjà posé des questions sur les horaires de patrouille, sur les routines opérationnelles? En quelque sorte, ai-je admis, un malaise commençant à s'éveiller dans mes tripes. L'un d'eux a demandé si nous avions tendance à patrouiller dans les mêmes zones, pour construire une relation avec la communauté locale. J'ai juste donné la réponse typique du manuel, sur le fait de gagner les cœurs et les esprits. Je ne lui ai pas donné de coordonnées. Ou quoi que ce soit de classifié. Je pensais avoir été prudente, protégeant la sécurité opérationnelle, mais une sensation de froid commençait à me grimper le long de la colonne vertébrale. La phase suivante de l'entretien a ressemblé à une attaque. Le jeune agent a tourné un ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, il y avait une série de relevés bancaires de mon père. Êtes-vous familière avec la situation financière de votre père, sergent? Seulement le fait qu'il perd toujours de l'argent au jeu, ai-je répondu. L'agent a tracé une ligne sur l'écran. Le 12 mai de l'année dernière, un dépôt de 20 000 € a été effectué sur ce compte. Pouvez-vous justifier cela? J'ai fixé le nombre. 20 000 €. Quelques semaines après cette date, Linda avait acheté un nouveau SUV. Il m'avait dit que Daniel avait eu une série de chances avec des tickets à gratter. Un souvenir a refait surface, où il se vantait au téléphone que son navire était enfin arrivé à bon port. Non, ai-je murmuré, la bouche soudainement sèche. L'agent a fait défiler la page. Un autre dépôt. 30 000 €. Le 7 octobre. Mon sang s'est glacé. Je connaissais cette date. Le 7 octobre, c'était le jour où le sergent Peterson et le caporal Jensen avaient été tués par un engin explosif improvisé, lors d'une patrouille de routine. Un explosif planté sur un itinéraire que nous avions utilisé une douzaine de fois auparavant, sans le moindre incident. L'agent continuait de faire défiler. Chaque dépôt important inexpliqué, chaque fois que mon père avait gagné à la loterie, correspondait, avec une précision écœurante, à un jour sombre sur le calendrier de mon unité. Une attaque, une perte humaine, une tragédie. Le nouveau mobilier de jardin, les virées shopping, le voyage de ski à Aspen. Tout était là. Une chronologie de cupidité, payée dans le sang. Une vague de nausées m'a envahi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un schéma. Puis est venue la pièce finale. Ils m'ont montré les historiques de discussion d'un forum de jeux vidéo, que Kyle fréquentait. Des pages de ses conversations en ligne, sous le nom d'utilisateur Golden Boy 43. Il se vantait auprès de ses amis virtuels, des gens qu'il ne connaissait que par des pseudonymes, de sa grande sœur, le sergent de l'armée. Il publiait des photos que j'avais envoyées à la maison, de moi et de mes camarades devant notre véhicule blindé, des photos prises à l'intérieur du périmètre sécurisé. Il parlait de mon calendrier de permission, du moment où je prendrais l'avion pour rentrer en repos. Il lâchait même les noms des gars de mon peloton, se plaignant que l'un d'eux, le sergent Davis, était un vrai tyran. Les informations étaient fragmentaires, des détails triviaux. Mais les agents m'ont expliqué comment, pour un analyste ennemi, ces miettes valaient de l'or. Une photo de l'intérieur de la base pouvait révéler les vulnérabilités de l'agencement. Un calendrier de permission pouvait permettre de cibler les périodes de rotation des troupes. Un nom pouvait être croisé, un soldat ciblé. Ce n'était pas juste des messages stupides. C'étaient des fuites de renseignements, livrées avec un sourire arrogant.
Je suis resté assise dans cette pièce stérile, les preuves étalées devant moi. Les questions innocentes des chercheurs, les afflux soudains d'argent liquide suivant les tragédies, les vantardises débiles de mon demi-frère. Ce n'était pas une série d'événements séparés. C'était un réseau, une conspiration de ma famille. Pendant des années, j'avais pensé que leur cruauté était une chose simple et laide, un cocktail de jalousie et de ressentiment. Mais ça, c'était autre chose, une trahison calculée et monstrueuse. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé pour mon argent. Ils avaient utilisé mon service, mon patriotisme, ma vie, comme une marchandise à vendre. Mon désir d'être une bonne fille, de répondre à leurs questions, de partager ma vie avec eux. Ils avaient militarisé tout cela contre moi. J'avais été leur espionne involontaire. La douleur dans mon bras n'était plus qu'une douleur distante et insignifiante. Ce n'était rien, juste une fracture nette. Ça, c'était une blessure profonde et purulente. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent. Ils avaient vendu ma sécurité. Ils avaient vendu la sécurité de mes frères et sœurs d'armes. Ils avaient vendu mon pays. Les agents ont terminé leurs questions, et m'ont laissé seul dans la pièce bourdonnante et silencieuse. L'os cassé était une blessure triviale. Les vrais dégâts, c'était le trou béant qu'ils venaient de creuser, en plein centre de ma vie. Quelques minutes plus tard, la lourde porte s'est ouverte, et le général est entré, le visage sombre. L'air était lourd de l'horreur de ce que nous savions tous les deux désormais. Il s'est assis en face de moi, à la table de métal. Finalement, il a poussé un fin dossier de papier bulle de l'autre côté de la table. C'était terrifiant dans sa simplicité. « Sergent », a-t-il dit, la voix basse et lourde. « Nous avons besoin de votre aide. Il y a des détails dans vos appels à la maison, que nous devons clarifier. C'est bien pire que ce que vous pensez. À l'intérieur des murs froids et stériles du CIF, je pensais que le pire était passé. Je pensais que l'horreur avait atteint son apogée. J'avais tort. L'agent le plus âgé a fait glisser un dernier morceau de papier sur la table métallique. Ce n'était pas un document. C'était une photographie. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était une photo spontanée, prise par un après-midi ensoleillé à Kandahar. Un jeune homme souriant, aux yeux bienveillants et avec une tache de graisse sur la joue, m'expliquant patiemment comment dégager un enrayement sur mon fusil M4. Le sergent Mark Davis. C'était un homme bon, un excellent sous-officier, patient, juste, et farouchement protecteur envers ses soldats. Il se tenait à moins de 3 mètres de moi quand l'explosif a détonné. La même embuscade qui m'avait renvoyé chez moi, avec une commotion cérébrale et une jambe pleine d'éclats d'obus. La même embuscade qui avait renvoyé Mark chez lui, dans un cercueil recouvert du drapeau. 2 jours avant l'attaque contre le peloton du sergent Davis, a déclaré l'agent, sa voix dénuée d'émotion, un paiement final de 50 000 € a été transféré sur le compte de votre père. Il a fait glisser un relevé bancaire, à côté de la photo. La date brillait sur le papier, comme un isotope radioactif. 48 heures. Nous avons des raisons de croire que les informations concernant l'itinéraire de patrouille, un itinéraire que votre unité avait utilisé plusieurs fois et considéré comme sûr, ont été transmises par l'un des membres de votre famille. Transmises. Vendues. En fixant le visage souriant de Mark, le poids entier et monstrueux de leur trahison s'est abattu sur moi. Avant ce moment, la douleur avait été personnelle. C'était mon bras cassé, mon argent volé, mes trophées jetés, mes jours de fête solitaire. Tout tournait autour de moi. Mais ça ne me concernait plus. Il s'agissait de Mark. Il s'agissait de sa femme, qui était maintenant veuve. De ses 2 petites filles, qui grandiraient sans père. Il s'agissait d'honneur. Il s'agissait d'une ligne qui avait été franchie, et dont il n'y avait aucun retour possible. Le chagrin en moi, le chagrin personnel et égoïste, s'est consumé en un instant, ne laissant derrière lui que quelque chose de propre, de pur, et de terrifiant. La rage d'un soldat. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était de la trahison. Mon téléphone a vibré, dans la poche de la veste du général, que je portais toujours. Je l'ai sorti. Le numéro affichait « Linda ». Une vague de dégoût pur et non dilué m'a submergé. J'ai regardé les agents, puis le général. Il a simplement hoché la tête. J'ai répondu à l'appel, et j'ai mis le haut-parleur. « Millie, chérie, Dieu merci. » La voix de Linda était une performance aiguë et sirupeuse,
une panique préfabriquée. Bébé, où es-tu? Ces horribles policiers militaires nous harcèlent. Ils ont pris nos téléphones. Ils posent toutes ces terribles questions. Tu dois venir ici, et leur dire que tout ça, ce n'est qu'un grand malentendu. Un malentendu. J'ai fixé la photo de Marc. J'ai regardé la date sur le relevé bancaire. Un malentendu. Tu sais que je t'aime, Milly, a-t-elle roucoulé, sa voix dégoulinant de la fausse affection qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Nous sommes une famille. Tu dois juste dissiper tout ça. Les mots « je t'aime » sortant de la bouche de la femme qui m'avait cassé le bras. La femme dont la cupidité avait mis Mark Davis en terre. Ce fut la goutte d'eau. C'était la dernière goutte de poison, dans une coupe qui débordait depuis des années. Un interrupteur a basculé en moi. Les années de souffrance silencieuse, à me mordre la langue, à accepter l'inacceptable, tout cela a pris fin. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas enragé. Ma voix, quand elle est sortie, était d'un calme terrifiant. C'était la voix d'un soldat, dans les instants précédant le combat, quand toute émotion est effacée, ne laissant qu'une concentration froide et mortelle. Vous n'êtes pas ma mère, ai-je dit, chaque mot étant un éclat de glace parfaitement formé. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration, courte et surprise. Et ceci, ai-je continué, ma voix ne faiblissant pas d'un pouce, n'est pas un malentendu. C'était un choix, et vous l'avez fait. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mensonge. J'ai posé le téléphone face contre table, avec un léger clic. Le son faisait écho à la finalité de ce que je venais de faire. Je venais de trancher la dernière corde pourrie, qui me reliait à eux. Cette nuit-là, je ne pouvais pas rester dans les casernements de passage qu'on m'avait attribués. Je suis retourné au casernement de mon propre peloton. Retourné dans ma chambre. C'était petit, spartiate, et c'était à moi. Je me suis tenu devant le petit miroir en métal poli, dans la salle de bain. Mon bras, dans son plâtre, pesait lourdement et palpitait. J'ai regardé mon reflet. Mon visage était pâle, épuisé, meurtri de l'intérieur. Mais mes yeux étaient différents. Le regard familier, fait de résignation lasse, avait disparu. À la place, un feu brûlait. J'ai soutenu mon propre regard, et j'ai commencé à me remémorer chaque compromis, chaque reddition silencieuse. J'ai revu la petite fille, sortant ses trophées cabossés d'une poubelle. J'ai revu la jeune recrue, mangeant un sandwich seule dans une cuisine à Thanksgiving. J'ai revu la femme, dans un bunker en Afghanistan, le cœur brisé pendant que son frère se plaignait de la qualité de ses draps. Chaque fois que j'avais choisi le silence, chaque fois que j'avais laissé couler, chaque fois que je m'étais dit qu'il valait mieux ne pas se battre. Je me suis penché plus près, mon front touchant presque le métal froid. J'ai fait un vœu à la femme fatiguée et balafrée, qui me regardait dans le miroir. Plus jamais, ai-je murmuré, de ma propre voix. Tu ne seras plus jamais silencieuse. Tu ne te feras plus toute petite. Tu ne laisseras plus rien passer. Pas cette fois. Pour Mark, pour Peterson et Jensen, pour chaque soldat dont ils ont mis la vie en danger, et pour toi. Tu m'entends? Pour toi. Si vous avez déjà atteint un point, où vous saviez au plus profond de votre âme que vous ne pourriez pas rester silencieux une seconde de plus, cliquez sur ce bouton j'aime. Et dans les commentaires, tapez simplement les mots « plus jamais ». Créons un cœur pour tous ceux qui ont un jour trouvé leur voie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon alarme. La rage avait disparu. Le dégoût avait disparu. Tout ce qui restait, c'était un but unique et clair. J'ai mis un uniforme propre, mes mouvements précis et efficaces. J'ai marché jusqu'au bureau du général. Son aide de camp m'a fait entrer immédiatement. Il se tenait près de la fenêtre, mais il s'est tourné quand je suis entré. Je n'ai pas attendu qu'il parle. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, et je me suis mis au garde à vous. Mon bras valide droit le long du corps. Mon visage était un masque de pure concentration militaire. La victime brisée et confuse avait disparu. Mon général, ai-je dit, et ma voix résonnait comme de l'acier. J'ai été leur victime pendant 27 ans. Aujourd'hui, je veux être le témoin qui les enverra en prison. Un lent et sombre sourire a effleuré les coins de sa bouche. Il m'a regardé, non pas avec la pitié qu'il m'avait montrée la veille, mais avec le respect profond et inébranlable d'un commandant,
regardant l'un des siens. Bon retour parmi nous, sergent. Ma déclaration dans le bureau du général a marqué un tournant. J'avais franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le général m'a conduit hors de son bureau, non pas vers une autre salle d'interrogatoire stérile, mais vers le centre des opérations tactiques de la base. C'était un endroit que je n'avais vu que dans les films d'espionnage, une salle caverneuse et faiblement éclairée, où l'air bourdonnait de l'énergie tranquille des affaires sérieuses. Un mur entier était une mosaïque d'écrans lumineux, affichant des cartes, des flux de données et des communications cryptées. Des officiers du renseignement et des analystes étaient assis à leur poste, le visage éclairé par la lumière bleue de leur moniteur, parlant d'une voix basse et saccadée. C'était le centre névralgique de la base. C'était une salle de crise. Le général s'est tenu près d'une grande table de briefing centrale. Lui, les 2 agents du contre-espionnage, et une femme à l'air sévère dans un uniforme du JAG, m'attendaient. « Sergent Porter », a commencé le général, sa voix résonnant légèrement dans la vaste pièce. « Bienvenue dans la phase de planification. » Il a fait un geste vers les visages autour de la table. « Vous avez l'attention totale et indivise de ce commandement. Maintenant, au travail. » Il a exposé la stratégie, et elle était aussi audacieuse que brillante. Il n'allait pas arrêter les porteurs discrètement, et laisser l'affaire disparaître dans le labyrinthe du système de justice militaire. Ce serait trop facile, trop privé. La justice, a-t-il expliqué, devait être aussi publique que le crime. Ils ont essayé de vous dépouiller de votre honneur devant vos pairs, sergent, a-t-il dit, ses yeux se verrouillant sur les miens avec un feu froid. Il n'est que justice qu'ils perdent le leur exactement au même endroit, devant exactement le même public. Le plan était établi. Ils allaient convoquer à nouveau la cérémonie de remise des médailles. Ils allaient transformer le lieu de mon humiliation, en la scène de leur destruction. Ils voulaient faire de vous un spectacle public, a-t-il terminé, un sourire sinistre sur le visage. Nous allons leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Pendant l'heure qui a suivi, ils m'ont détaillé leur dossier. Ce n'était pas un mince fichier de soupçons. C'était une montagne de preuves irréfutables. Un agent m'a tendu un classeur lourd et épais. La couverture indiquait simplement « Dossier, Porter, D.Al. » Je l'ai ouvert et j'ai eu le souffle coupé. Tout y était, un portrait méticuleux et accablant de leur trahison. Ce n'était pas seulement les relevés bancaires que j'avais déjà vus. C'était tellement plus. Il y avait des transcriptions d'enregistrements audio, de mauvaise qualité mais indéniables, de Linda parlant au téléphone avec son contact étranger. Sa voix passait de son ton doux de dame patronnesse, qu'elle utilisait avec moi, à un chuchotement avis des comploteurs, alors qu'elle négociait le prix des informations. Il y avait des emails imprimés que Daniel avait envoyés, depuis un ordinateur de la bibliothèque publique de Charleston, avec les adresses IP et les eurodatages soigneusement consignés. Il avait utilisé un langage codé, se plaignant du coût des réparations de son vieux bateau de pêche, dans des messages qui parlaient clairement de vendre des horaires de patrouille. Ils avaient même trouvé la déclaration sous serment de l'un des amis locaux de Kyle, un jeune homme terrifié qui admettait que Kyle lui avait offert 500 €, pour obtenir des détails sur le calendrier de déploiement de son propre frère, affecté dans une autre unité à Fort Stewart. Les preuves formaient une cage blindée. Mon témoignage, ma douleur, n'était plus seulement une histoire. C'était la clé qui verrouillait la porte. Pour la première fois, j'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Il ne s'agissait plus seulement de mes sentiments. Il s'agissait de faits. Des faits durs, froids et indéniables. Mon arme n'était pas seulement la vérité. C'était la vérité documentée, tamponnée et croisée. Ensuite, est venue la préparation. L'officier du JAG, un commandant perspicace et pragmatique nommé Hansen, s'est assise avec moi dans une petite salle de réunion pendant des heures. Son travail consistait à transformer mes 27 années de douleur chaotique et émotionnelle, en un témoignage clair, concis et puissant. Nous ne racontons pas une histoire triste, sergent, m'a-t-elle dit, la voix ferme mais pas méchante. Nous présentons des preuves. Vous êtes le témoin principal. Votre témoignage doit être factuel, précis et inébranlable. Nous avons répété encore et encore. La première fois que j'ai essayé de raconter l'histoire des trophées, ma voix a craqué, le sentiment de rage impuissante de la jeune fille de 15 ans remontant à la surface. La commandante Hansen m'a arrêté. Encore, a-t-elle dit calmement. Juste les faits. Que s'est-il passé? Qui était là? Qu'est-ce qui a été dit? Enlevez l'émotion.
Laissez les faits faire le travail. Nous l'avons fait, encore et encore. À chaque répétition, quelque chose changeait en moi. Le tremblement dans ma voix a disparu. La boule dans ma gorge s'est dissoute. Je ne parlais plus comme une fille blessée, revivant un souvenir douloureux. Je parlais en tant que sergent de première classe milliporteur, livrant un rapport de fin de mission clair, factuel, et accablant, sur une vie d'abus. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus aux commandes. J'avais pris les éclats d'obus qu'ils avaient enfoncés dans mon âme, et je les forgeais pour en faire une arme. La dernière pièce du plan était la plus cruciale, l'appât. Leur arrogance et leur principale vulnérabilité, avait dit le général et dans la salle de crise. Ils pensent avoir gagné. Nous allons utiliser cela. Il avait chargé une officière de son état-major, une femme à la voix douce et rassurante, de passer un appel à Linda. J'ai écouté l'enregistrement par la suite. L'officière a expliqué qu'après un examen approfondi, l'armée avait conclu que l'incident à la cérémonie était une affaire familiale privée, et que toutes les charges contre eux étaient abandonnées. De plus, j'avais exprimé mes profonds regrets, et je souhaitais leur présenter des excuses publiques, lors de la cérémonie qui serait reconvoquée. Une réconciliation familiale complète. La réaction de Linda était exactement celle que nous avions prévue. Elle était suffisante, triomphante, et d'une condescendance gracieuse. Eh bien, il était temps qu'elle reprenne ses esprits, avait-elle dit. Bien sûr, nous acceptons ses excuses. Nous serons là. Je les connaissais si bien. L'idée que moi, la rebelle, je sois enfin mise au pas et forcée de m'excuser publiquement, serait une drogue irrésistible. Il ne viendrait pas pour se réconcilier. Il viendrait pour jubiler. Il viendrait assister à mon ultime reddition publique, pour savourer leur victoire totale, devant toute cette communauté qu'ils avaient dupée depuis si longtemps. Et ce serait leur dernière erreur. Ce soir-là, une annonce officielle a été publiée sur les panneaux d'affichage numérique de la base, et lue à voix haute lors du rassemblement du soir. Attention à tout le personnel. La cérémonie de remise des médailles d'il y a 2 jours, sera reconvoquée demain à 9 h. Dans l'auditorium principal. La présence est obligatoire pour tout le personnel disponible et leurs familles. Le lieutenant général y fera une allocution formelle d'une importance capitale. Le piège était tendu. Les acteurs se mettaient tous en position. La bataille était sur le point de commencer. Et pour la première fois de ma vie, j'y étais préparé. L'auditorium était rempli à pleine capacité. L'air était lourd d'un silence tendu et plein d'attente. Chaque soldat qui n'était pas de service essentiel était là, sa famille à ses côtés. On leur avait dit que le général avait une annonce cruciale à faire. Mais l'énergie nerveuse dans la salle suggérait qu'il savait que c'était quelque chose de plus. Je me tenais sur le bord de la scène, mon bras dans un plâtre blanc immaculé, mon grand uniforme bleu vif et impeccable. De mon point d'observation, je les ai vus entrer. La famille Porter est entrée, non pas avec honte, mais avec un air de triomphe insupportable. Linda ouvrait la marche, une vision dans un tailleur rose pastel, la tête haute. Elle a même fait une pause pour sourire et saluer une connaissance, l'image parfaite d'un membre respecté de la communauté. Mon père traînait derrière elle, les épaules légèrement voûtées, mais avec un sourire soulagé sur le visage. Et puis vint Kyle, se pavanant dans ses baskets hors de prix, regardant autour de lui comme s'il était le maître des lieux. Ils ont pris place au premier rang, réservé spécialement pour eux, et se sont adossés, attendant que le spectacle commence. Ils étaient là pour avoir leur part de chair. Ils étaient là pour me regarder, la fille rebelle, m'excuser publiquement et implorer leur pardon. Leur arrogance était une chose physique, un parfum écœurant de sucre qui emplissait l'air autour d'eux. J'ai croisé le regard de Linda à travers la pièce. Elle m'a fait un petit sourire triomphant, un regard qui disait, tu vois, je gagne toujours. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai simplement soutenu le sien. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni peur, ni colère, juste une pitié froide et lointaine pour la créature pathétique et creuse qu'elle était. Le général s'est avancé vers le podium. La salle est tombée dans un silence absolu. Il a ajusté le micro, ses mouvements calmes et délibérés. Il a regardé la mère de visage, son regard balayant chaque soldat, chaque conjoint, chaque enfant. Puis, ses yeux se sont posés sur le premier rang. Merci à tous d'être présents, a-t-il commencé, sa voix de baryton puissante n'ayant pas besoin d'amplification.
Nous sommes réunis aujourd'hui, pour terminer l'affaire qui a été si violemment interrompue il y a 2 jours. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Linda s'est pavanée, un regard satisfait sur le visage. Nous sommes ici pour parler d'honneur, a continué le général, la voix se durcissant. Nous sommes ici pour parler de sacrifice, et nous sommes ici pour parler de trahison. L'ambiance dans la salle a basculé. Ce n'était pas le discours que tout le monde attendait. Il y a 2 jours, a-t-il tonné, la voix résonnant d'une froide fureur, dans cette salle même, nous avons été témoins d'un acte d'agression lâche et honteux, contre un soldat américain décoré. Mais je suis ici aujourd'hui, pour vous dire que ce que vous avez vu n'était que la pointe d'un iceberg de traîtrise, la partie visible d'une pourriture de trahison, profonde et répugnante. Un halètement collectif a parcouru le public. Sur l'écran géant derrière le général, qui était resté éteint jusque-là, une image a pris vie. C'était un relevé bancaire. Le nom de Daniel Porter était clairement visible en haut, ainsi qu'un dépôt surligné de 20 000 €. Le visage de mon père s'est relâché, la couleur le quittant comme si on l'avait débranché. Le sourire de Linda s'est figé, puis a disparu. Le spectacle avait commencé. Un par un, le général a exposé l'affaire. Chaque pièce à conviction était un coup de marteau porté contre leurs mensonges. Voici la cupidité, a-t-il déclaré, alors que la diapositive suivante montrait un autre dépôt. Celui-ci de 50 000 €. Le clic suivant a lancé un fichier audio. La voix de Linda a rempli l'auditorium, douce et sirupeuse, captée par une écoute téléphonique. Bien sûr que je peux lui poser des questions sur les horaires de patrouille, ronronnait sa voix enregistrée, s'adressant à un homme non identifié. Elle dit tout à sa mère adorée. La vraie Linda a bondi sur ses pieds, le visage transformé en un masque d'incrédulité. Ce n'est pas moi. C'est un faux. Voici la tromperie, a lancé le général, sa voix couvrant ses protestations. Clic, l'écran s'est rempli des historiques de discussions idiots de Kyle, son personnage de Golden Boy 843 se vantant au monde entier. Ma sœur est dans la 3e DI. Ouais, elle est à Kandahar en ce moment. Une vraie dure à cuire. Voici la stupidité qui coûte des vies, a affirmé le général, la voix dégoulinante de mépris. Kyle s'est recroquevillé sur son siège, le visage se froissant comme celui d'un enfant. Puis, le coup final, dévastateur. L'écran a changé pour montrer 3 portraits formels et souriants. 3 soldats dans leur grand uniforme bleu. Le sergent Mark Davis, le sergent Peterson, le caporal Jensen. Et voici, la voix du général est tombée dans un rugissement bas et guttural qui a ébranlé les fondations même de la salle. Voici le prix à payer. Il a laissé leur visage suspendu dans le silence pendant un long et lourd moment. Ces soldats, a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant de fureur directement vers le premier rang, ne sont pas morts aux mains d'un ennemi étranger. Ils sont morts, à cause de l'avidité lâche et sans fond, des traîtres qui sont assis parmi nous en ce moment même. Chaque tête dans la pièce, des centaines de pères dieux, ont pivoté pour fixer la famille Porter. Les regards n'étaient plus curieux. Ils étaient remplis d'une haine brûlante et unifiée. C'est alors que le barrage a cédé. C'est un mensonge. C'est un coup monté. Elle nous piège. Linda a commencé à hurler, sa voix devenant un cri aigu et hystérique. Daniel essayait de parler, mais seuls des bégaiements incohérents et paniqués sortaient. Kyle pleurait ouvertement, de grosses larmes roulant sur ses joues, scandant « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Mais c'était trop tard. Leur jugement était tombé, non pas de la bouche du général, mais de celle de leur père. Au fond de l'auditorium, une femme, vêtue d'une simple robe noire, s'est levée. C'était Maria Davis, la veuve de Mark. Son visage était pâle, ses yeux flamboyants d'un chagrin si profond que c'en était terrifiant. Meurtrier, a-t-elle hurlé, la voix brisée par la douleur et la rage. Vous avez tué mon mari. Vous l'avez tué. Son cri a fait voler en éclats le dernier semblant d'ordre. Au même moment, les portes latérales de l'auditorium se sont ouvertes à la volée, et une douzaine de policiers militaires sont entrés au pas de charge. Se déplaçant avec une efficacité sombre et rodée, ils ont formé un cordon, isolant le premier rang du reste de la foule enragée. 2 agents se sont dirigés vers Linda, qui hurlait toujours au complot. Alors qu'ils lui attrapaient les bras pour la menotter, elle a essayé de se dégager, trébuchant en arrière. Son talon s'est pris dans le pied d'une chaise. Elle est tombée lourdement.
il y a eu un léger bruit sec. Le collier de fausses perles bon marché qu'elle portait toujours, son pathétique symbole de classe, s'est brisé. Les perles en plastique se sont éparpillées sur le sol poli de la scène, roulant et glissant dans toutes les directions, comme une centaine de petits mensonges blancs. Je suis resté là, à tout regarder. J'ai regardé les policiers menotter ma belle-mère hurlante, mon père balbutiant, et mon frère pleurnichant. Je les ai regardés être emmenés, sous les regards furieux des soldats qu'ils avaient trahis, devant le chagrin à vif de la veuve qu'ils avaient créée. J'ai regardé la dynastie de mes bourreaux, mon règne de terreur personnelle, se terminer. Non pas par une explosion, mais par le cliquetis pathétique de fausses perles, sur un sol froid et dur. Le chaos de l'auditorium s'est estompé, pour laisser place à un silence résonnant. Les agents étaient partis, la foule s'était dispersée, et j'étais resté seul, debout sur la scène. Mes yeux étaient fixés sur le sol, où les perles en plastique bon marché du collier de Linda gisaient éparpillées, telles des dents tombées. Je m'attendais à ressentir une vague de triomphe, une onde de justification. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un calme étrange, vide et creux. La bataille était terminée, ai-je pensé, en regardant ces pathétiques fausses perles. L'ennemi était vaincu. Maintenant venait la partie difficile. Nettoyer le champ de bataille, à l'intérieur de ma propre âme. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de la famille de traîtres porteurs a déclenché une tempête médiatique sur les chaînes d'information locales de Charleston, et au sein de la communauté militaire. Mon nom était partout, salué comme celui d'une héroïne. Mais ces louanges me semblaient lointaines, comme si elles parlaient de quelqu'un d'autre. Dans la solitude de ma chambre à la caserne, je ne ressentais aucune gloire. Je ressentais seulement le poids écrasant de l'épuisement. La rage brûlante qui m'avait alimenté s'était consumée. À sa place, une tristesse profonde et ancienne s'était installée dans mes os. Je ne pleurais pas la perte de ma famille. Je pleurais le fait que je n'en avais jamais vraiment une, pour commencer. Je portais le deuil de la petite fille qui avait essayé si désespérément de gagner leur amour. De la jeune femme qui avait sacrifié son bonheur pour eux, pour ces 27 années que j'avais gaspillées, dans l'espoir qu'un jour, ils me verraient enfin. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je me suis laissé pleurer. Ce n'étaient pas les larmes chaudes et en colère d'autrefois. C'était un pleur silencieux et régulier, un relâchement de la pression qui s'était accumulée tout au long de ma vie. Je ne pleurais plus parce que j'étais blessé. Je pleurais pour me purifier, pour laver toute une vie de faux espoirs, et pour les laisser enfin partir. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée avec le cachet de la prison fédérale. L'écriture était le gribouillage désordonné de mon père. Mes mains étaient calmes, alors que je l'ouvrais. Une petite partie insensée de moi a pensé que c'était peut-être ça. L'apologie. Le moment de rendre des comptes. J'avais tort. La lettre comportait 4 pages d'excuses pathétiques et apitoyées. Il n'a jamais dit « Je suis désolé ». Il a blâmé l'ambition de Linda. Il a blâmé la stupidité de Kyle. Il a blâmé sa propre malchance. Il s'est dépeint comme une victime, entraîné dans un complot qu'il ne comprenait pas. La lettre s'est terminée par la seule chose dont il était vraiment capable, une requête. Il m'a supplié d'utiliser ma nouvelle influence auprès du général, pour leur dire qu'il avait été manipulé, pour obtenir une réduction de peine. J'ai lu la lettre 2 fois. La première fois, une étincelle de l'ancienne colère s'est ravivée. La deuxième fois, tout ce que j'ai ressenti, c'était une pitié profonde et lasse pour cet homme faible, qui ne prendrait jamais la responsabilité de sa vie. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et je lui ai écrit une lettre en retour. Je n'ai rien retenu. J'ai écrit sur les trophées dans la poubelle. J'ai écrit sur le dîner de Thanksgiving solitaire. J'ai écrit sur l'appel téléphonique depuis Aspen. J'ai écrit sur le regard vide de son visage dans l'auditorium. J'ai déversé 27 ans de douleur enfouie sur ces pages. Quand j'ai eu fini, ma main me faisait mal. J'ai relu ma lettre une fois, je l'ai pliée soigneusement, et je suis sorti dans la fraîche nuit de Géorgie. J'ai sorti mon zippo, celui-là même que j'avais porté en Afghanistan, et j'ai mis le feu à la lettre. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, mes mots se transformant en cendres et en fumée, avant de s'élever vers le ciel étoilé. Je n'avais pas besoin qu'il la lise. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. J'avais juste besoin de le dire. La brûler, c'était ma propre façon d'y mettre un terme. Je libérais ces mots, et avec eux, je le libérais, lui. L'adieu final a été le plus difficile.
Un avocat du JAG m'a informé que ma présence était requise, pour identifier des objets personnels pour le dossier. C'était une formalité, qui impliquait une dernière visite. J'ai rencontré Kyle, dans le parloir stérile du centre de détention fédéral. La fanfaronnade et l'arrogance avaient disparu. Il était maigre et pâle, les yeux écarquillés par la terreur. Il portait une combinaison orange qui pendait sur sa carcasse osseuse. Il n'était plus le garçon en or. Il n'était plus qu'un gamin effrayé. Il s'est mis à pleurer dès qu'il m'a vu. « Millie, je suis tellement désolé », a-t-il sangloté, à travers la séparation en plexiglas. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je te jure que j'ai été si stupide. S'il te plaît, tu dois me pardonner. J'ai regardé le garçon qui avait été le centre de leur univers. Le garçon pour qui tous mes sacrifices avaient été faits. La colère avait disparu. Le ressentiment s'était effacé. J'ai décroché le combiné. Je te pardonne, Kyle, ai-je dit, la voix calme. Le soulagement a inondé son visage. Mais je veux que tu sois au clair là-dessus, ai-je continué. Je ne te pardonne pas pour ton bien. Je te pardonne pour le mien. Je laisse tomber la colère, parce que je refuse de la porter une seconde de plus. Je te pardonne pour pouvoir avancer. Mais ne t'y trompe pas, je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Adieu, Kyle. J'ai replacé le combiné sur son socle, je me suis levé, et je suis sorti sans me retourner. C'était la dernière fois que je voyais un membre de ma famille de sang. Quelques jours plus tard, le général m'a proposé d'aller marcher. Nous nous sommes promenés le long des sentiers entretenus de la base. Le courage, ce n'est pas de n'avoir aucune cicatrice, sergent, a-t-il dit, les yeux fixés sur l'horizon. Le courage, c'est de savoir que ces cicatrices ne vous définissent pas. Elles ne sont qu'une carte qui montre où vous êtes allé, pas où vous allez. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. J'ai réfléchi. Nous lançons un nouveau programme de mentorat, pour les jeunes recrues féminines. Beaucoup d'entre elles ont du mal. Elles ont besoin d'un guide. De quelqu'un de fort, qui a traversé le feu et qui en est ressorti plus endurant. Il m'a regardé, avec un sourire sincère dans les yeux. Je pense que vous seriez la personne parfaite pour diriger cela. Et, tout d'un coup, je l'ai vu. Une nouvelle voie à suivre, un nouveau but. Mon voyage ne s'est pas terminé avec la destruction de mon ancienne famille. Ce n'était que le début. J'avais une nouvelle mission, construire un nouvel héritage de force et de soutien, pour m'assurer qu'aucun autre soldat n'ait jamais à mener ces batailles complètement seul. Le tribunal militaire a été rapide et décisif. La montagne de preuves, présentée par l'accusation, était si écrasante qu'une condamnation était inévitable. Linda, Daniel et Kyle Porter ont tous été reconnus coupables de complot, d'espionnage et de trahison. Le juge, un colonel au visage sévère, qui les avait regardés avec un mépris non dissimulé tout au long du procès, a prononcé des peines qui garantissaient qu'ils passeraient la majorité du reste de leur vie derrière les barreaux. Le nom Porter, autrefois source de fierté bourgeoise factice à Charleston, est devenu un synonyme de traître. La loi avait fait son travail. La justice, au sens procédural et froid, avait été rendue. Mais je savais, au plus profond de mon âme, que ma véritable justice, ma véritable guérison, ne se trouverait pas dans une salle d'audience. Elle devait être construite, pièce par pièce, dans les ruines de la vie qu'ils avaient failli détruire. 6 mois après le procès, je me tenais sur une scène différente. C'était un petit auditorium à Fort Jackson, l'endroit même où mon propre voyage avait commencé. Mais cette fois, je n'étais pas une recrue effrayée et solitaire. J'étais sergent de première classe. Et mon public était une salle remplie de jeunes recrues féminines. Leur visage était un mélange de bravade, d'excitation, et de cette même peur profonde que je connaissais si bien. Le programme de mentorat du général était devenu ma nouvelle mission. Je ne me tenais pas devant elles comme une héroïne, ou une célébrité. Je leur ai parlé en tant que survivante. Je leur ai raconté mon histoire, non pas les détails croustillants du procès, mais les vérités calmes et douloureuses de mon éducation. J'ai parlé de la lutte solitaire pour l'estime de soi, du danger de laisser les autres vous définir, et de l'importance cruciale de poser des limites, même avec les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Il y a une écrivaine et chercheuse que j'admire, le Dr Brené Brown, leur ai-je dit, la voix ferme et claire. Elle a cette citation que je porte en moi chaque jour. Elle dit, ce n'est que lorsque nous serons assez courageux pour explorer l'obscurité,
que nous découvrirons la puissance infinie de notre lumière. J'ai regardé leurs jeunes visages pleins d'espoir. L'armée vous apprendra à être forte physiquement. Mais votre véritable force, votre résilience, viendra de votre courage à affronter vos propres ténèbres. Et vous n'avez jamais à le faire seul. Après le discours, une jeune soldate, pas plus de 19 ans, s'est approchée de moi. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Sergent » a-t-il murmuré, la voix chargée d'émotion. « Merci. Personne ne m'avait jamais dit qu'il était permis de dire non à sa famille. » Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte farouche et désespérée, et je l'ai serrée en retour, ressentant le profond pouvoir de guérison qu'il y a à transformer ses blessures les plus profondes, en un bouclier pour quelqu'un d'autre. La dernière étape de mon voyage, ma propre mission privée, a eu lieu 1 an après ce premier jour terrible dans l'auditorium. Je me tenais dans le froid glacial, juste avant l'aube d'une belle matinée d'automne, l'air sentant les feuilles mouillées et la pierre froide et propre. J'étais au cimetière national d'Arlington. Le soleil commençait tout juste à se lever, projetant de longues ombres sur les collines infinies, parsemées de pierres tombales blanches, parfaitement alignées. Dans le silence de ce lieu sacré, je les ai trouvées. 3 tombes, côte à côte. Le sergent Mark Davis, le sergent Peterson, le caporal Jensen. J'avais apporté 3 roses rouges parfaites, à longue tige. Je me suis agenouillé, mes genoux s'enfonçant dans l'herbe humide et froide, et j'ai placé une rose au pied de chaque pierre tombale. J'ai tracé le nom de Mark avec mes doigts, les lettres gravées froides contre ma peau. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. Je me suis levé, j'ai brossé mes genoux, et je me suis mis au garde à vous. Ma main s'est levée dans un salut sec et parfait. Je l'ai maintenue là, une promesse silencieuse aux hommes qui reposaient sous l'herbe. Un rapport final. Mission accomplie, ai-je murmuré dans l'air calme du matin. Reposez en paix, mes frères. Votre honneur a été vengé. Une douce brise a bruissé à travers les vieux chênes, faisant tomber une pluie de feuilles dorées autour de moi. Alors que je me tenais là, un profond sentiment de paix s'est abattu sur moi. Un calme si profond et total, qu'il ressemblait à une bénédiction. Le poids que j'avais porté sur mes épaules pendant 27 ans. Le fardeau de leur haine, de leur cupidité, de leurs attentes. Il avait enfin disparu, pour de bon. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui pour une raison. Et alors que je termine, je veux que vous me regardiez dans les yeux. Je pensais autrefois que la famille était une question de sang, que c'était un lien indéfectible dans lequel on essaie. Pour le meilleur ou pour le pire. J'avais tort. La famille n'est pas une question de sang. La famille est une question d'honneur. C'est une question de loyauté. La famille, ce sont les personnes qui se tiennent à vos côtés dans la tranchée, pas celles qui vous poussent sur la ligne de tir. Si vous menez votre propre bataille en ce moment, dans une tranchée qui semble solitaire et sombre, je veux que vous vous souveniez de ceci, vous n'êtes pas seul. Cherchez vos camarades. Trouvez la famille que vous avez choisie. Ceux qui se battront à vos côtés, qui assureront vos arrières, quoi qu'il arrive. Sachez qu'imposer une limite pour vous protéger, ce n'est pas être égoïste. C'est un acte de survie tactique. Et plus important encore, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci, les cicatrices que vous portez, celles à l'intérieur que personne d'autre ne peut voir, ne sont pas des signes de faiblesse. Elles ne sont pas quelque chose dont on doit avoir honte. Elles sont une carte. Elles sont la preuve de chaque bataille que vous avez endurée. Elles sont le témoignage du fait que vous vous êtes battu, et que vous avez gagné. Merci d'être là, et d'avoir écouté mon histoire. Ma guerre à la maison est enfin terminée. Mais je sais que, pour beaucoup d'entre vous, la bataille continue. Cette chaîne a été créée pour être un lieu de rassemblement pour les survivants, une tranchée numérique où nous pouvons partager nos histoires, et puiser de la force les uns des autres. Si mon parcours a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, afin qu'aucun soldat n'ait jamais plus à se battre seul. Et dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît, partagez un mot de force, pour quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci de faire partie de ma famille de cœur.